Ça fait partie un petit peu du folklore, mais aussi des croyances et aussi d'une approche tout à fait populaire qui a toujours eu cours dans nos campagnes, où la médecine déjà traditionnelle n'avait pas beaucoup cours, où on se soignait beaucoup par les plantes, par les animaux, par diverses recettes maison. Et puis, comme ça ne suffisait pas, et puis c'est aussi une époque où la croyance, l'Église aussi, l'Église tout à fait officielle est là, eh bien, on s'en remet un petit peu à l'irrationnel quand tout le reste ne marche pas. Et donc, pour guérir des causes perdues, on s'en remet à cette sorte d'ex voto un petit peu particulière, qui est de s'en remettre à la bienveillance des arbres. Je fais une petite parenthèse. Aujourd'hui, on se retourne à nouveau vers les arbres, vers la forêt. Vous avez sans doute entendu le terme de sylvothérapie. Donc, on se balade en forêt, on embrasse les arbres, on capte leur énergie, etc. Donc, vous voyez qu'on est toujours près de l'arbre. On n'est jamais bien, on s'est jamais bien éloigné de l'arbre. Alors, pour revenir à notre sujet, ce sont des pratiques qui avaient cours essentiellement dans les campagnes et à une période où toute la population pratiquement était campagnarde. Eh bien, ça consiste, par exemple, à enfoncer des clous dans un arbre qu'on a choisi. Alors cet arbre, il a une réputation dont on ne sait pas d'où elle vient, parce que une première fois, il y a quelqu'un qui s'est adonné à cette pratique, et puis ça a marché, donc on a considéré que l'arbre avait une vertu un petit peu magique, un petit peu surnaturelle. On enfonce des clous et avant d'enfoncer son clou, eh bien, on le passe sur la partie malade ou douloureuse à traiter. Par exemple, on passe le clou sur un abcès dentaire ou sur une dent à soigner, puis on l'enfonce dans l'écorce et dans le tronc de l'arbre, et c'est censé donc envoyer le mal dans l'arbre pour s'en débarrasser. D'autres fois, ce sont des chiffons, des loques. On parle beaucoup d'arbres à loques. Donc, ce sont des bandages et de la même façon que l'on frotte sur les parties malades, sur la peau, sur des bosses, sur des articulations douloureuses, etc. Et puis qu'on cloue également dans l'arbre. Mais j'ai appris quelque chose que j'ignorais, c'est que les meilleures hanches pour les instruments avant se faisaient avec les cannes de Cannes, de la Côte d'Azur. En Alors Provence. pourquoi? À la fin de la Première Guerre mondiale, quand les troupes américaines sont venues rejoindre le front en 1917, elles ont amené, entre autres choses, le jazz. Donc les gens ont découvert le jazz, mais enfin, j'allais dire un proto-jazz, celui de Gershwin et tout ça. Grosse parenthèse, puis nouvel intérêt pour le jazz à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, cette fois, et donc c'est un engouement pas possible pour le jazz. Or, vous savez que parmi les instruments utilisés dans le jazz, il y a les clarinettes, il y a les saxophones, etc. De la même façon, en musique classique, il y a les bassons, les hautbois, on retrouve les clarinettes, etc. Et pour faire le principe de ces bois, puisque c'est comme ça qu'on appelle ces instruments, c'est qu'on fixe une petite lamelle sur le bec, et c'est en envoyant le souffle et en faisant vibrer cette petite lamelle qu'on obtient le son qui est amplifié dans le corps de l'instrument. Alors cette petite lamelle s'appelle une hanche. Et on la fabrique comme vous avez dit, dans les cannes de Provence, à la Rondeau-d'Onax. Pourquoi? Et cette canne de Provence, pour revenir à la thématique de la musique, elle a une particularité. Elle pousse tout autour du bassin méditerranéen. Mais si vous allez la récolter en Égypte, par exemple, où il fait chaud toute l'année, vous aurez un bois qui va être riche en moelle, donc en tissu très très mou. Ça convient pas. Donc il faut que le bois soit dur, mais pas trop non plus. Et pourquoi les meilleures anches, encore aujourd'hui, sont faites entre Olioul et Bormes-les-Mimosas, à l'échelle mondiale, hein, je parle à l'échelle mondiale, c'est parce qu'il y a deux choses qui influent sur la qualité du bois de la canne de Provence. La première, c'est qu'il y a l'alternance des saisons. Donc, quand il fait froid en ce moment l'hiver, eh bien, ça va faire des fibres bien dures.
pour résister. Et ensuite, il y a le Mistral qui vient juste mourir comme il faut à partir de Toulon et qui fait que les cannes se balancent en permanence. Or, les végétaux, quand ils se balancent, eh bien, ils produisent des fibres pour contrecarrer le balancement des courants d'air. Voilà pourquoi les fibres de la canne de Provence produites dans cette région sont les meilleures. On va parler du Coca-Cola parce que tous les jeunes boivent du Coca-Cola. Oui. Quelle relation avec la Corse et le vin Mariani? Il faut que vous nous racontiez cette histoire. Ah, le Et Coca-Cola est corse, ça va faire plaisir à nos amis corses. Le Coca-Cola est corse. Petit retour en arrière, on est la fin du 19e siècle, on revient encore à la médecine des familles cette fois, et il y a eu une profusion de vins. Alors d'abord fabriqués par les pharmaciens, de vins dits thérapeutiques. En fait, soyons honnêtes, c'était un petit prétexte pour s'en mettre un coup dans le nez sous prétexte médicinal, hein, pas plus. Et donc, il y a eu une floraison, pratiquement chaque pharmacien avait sa formule et son vin pour soigner ceci, pour soigner cela, etc. Donc, on est à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, donc, il y a un Corse, effectivement, c'est là que ça part de là, qui va s'expatrier à Paris et travailler dans une pharmacie parisienne. Et lui, il a l'idée d'améliorer le vin de cette pharmacie, donc produite par cette pharmacie, notamment en rajoutant de la noix de cola. Vous savez que dans le Coca-Cola, il y avait de la cocaïne, de la coca, et de la noix de cola, donc de là le nom de Coca-Cola. Donc, sa petite formule et qui marche très, 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 très bien. Ça marche très, très bien. Et puis, lorsqu'il va s'expatrier aux États-Unis, il va monter une affaire avec un associé pour produire, franchement, le premier Coca-Cola, mais qui s'appelait pas comme ça encore, qui s'appelait le vin Mariani, donc du nom de son inventeur. Et voilà, et après, il faut enchaîner avec l'histoire de Coca-Cola et du docteur Pemberton, mais c'est une autre affaire. Mais la source, elle est bien française et corse. Le ricin est déjà très dangereux. Avant de revenir au ricin, je vous ramène à une affaire qu'on a baptisée, pardon, l'affaire du parapluie bulgare. On est en 1978 et nous sommes à Londres. Et là, il y a un réfugié politique bulgare qui fait partie de l'opposition politique dans son pays, qui monte dans le bus. Il doit se rendre dans les studios de la BBC pour enregistrer une émission. Et là, hop, il sent une petite douleur au mollet, il ne prête pas attention, il monte, donc il va faire son émission, etc. Le lendemain, le soir déjà même, il est pris d'une très très forte fièvre. Je vous la fais très très courte, mais son état empire en 3 jours. On l'hospitalise, il a des hémorragies de partout et il meurt. On l'enterre, fin de la première partie. Deuxième, acte 2, un autre opposant bulgare, un autre opposant politique bulgare, à Paris cette fois. Et il lit ça dans le journal. Et lui, il se remémore quelque chose qui lui est arrivé de similaire. Il montait sur un escalator à Paris et il a été bousculé, il a senti une petite douleur, lui, à l'épaule. Et ça le trouble parce que il dit, mais j'ai eu un peu la même chose, sauf que le type qui l'avait bousculé a raté son coup et donc celui a survécu. Il raconte son histoire à la police qui le raconte à Scotland Yard, pardon. On exhume le corps donc du premier opposant politique et on voit qu'il a été empoisonné. Et on trouve au niveau du mollet une toute petite bille d'acier et on explore un petit peu, on voit que cette petite bille d'acier, elle est parcourue de réseaux internes. C'est tout un petit réseau de petits canaux. Et à l'intérieur, on trouve quoi? De la ricine. La ricine, c'est un poison très, très, très violent. Ça doit être le poison naturel le plus violent. 10 ou 15 ou 30 fois plus que celui du serpent à sonnette, du crotal. En fait, c'est vraiment fulgurant. Et en fait, l'histoire du parapluie bulgare, c'est que il s'est fait piquer par un espion bulgare payé par les services secrets russes pour le piquer avec ce parapluie qui était truqué, qui était une grosse seringue, si vous voulez, pour pouvoir lui injecter dans le mollet la ricine. on va parler d'un produit moins dangereux, puisque il y a une blague il y en a qui boivent le thé à 5 heures en Amérique, et puis il y en a d'autres qui font le goûter à 4h20. Il faut que vous nous racontiez la blague. Et quel goûter ça se passe? Alors, tout se passe en 1973. Ça nous amène sur le campus d'une université californienne.
On sort des cours, le temps de sortir des cours et vous savez, les campus sont très 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 grands, et de se donner rendez-vous à un point précis. En l'occurrence, c'est la statue de Louis Pasteur, mais qui a rien à voir avec l'histoire. Je le dis tout de suite. Les étudiants se retrouvent ici donc pour fumer quelques joints de cannabis. Donc. Et le temps d'arriver, eh ben, c'est 16h20, c'est 4h20. D'accord. Et à partir de là, eh bien, 4h20 en anglais, puisqu'il parle en AM et PM, c'est 420, 420. Et ça, ce 420, ça va être le signe de reconnaissance de tous les fumeurs de cannabis, de tous les militants qui prônent la dépénalisation, de tous les cannabis friendly, on en dirait aujourd'hui. Et ça m'est arrivé, ben, je peux le dire même à Lézignan-Corbière, vous voyez, dans l'Aude, où il y a ce 420 sur la vitrine d'un restaurant, par exemple. Donc, on le voit de temps en temps sur les hôtels, ici et là, etc., etc. Donc, c'est un signe de reconnaissance. Et 4,20, c'est aussi en terminologie américaine, anglo-saxonne, c'est le 20 avril. Ils mettent d'abord le mois, puis le jour, voilà. Et ce qui fait que le 20 avril, dans tout le monde anglo-saxon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc., c'est le jour du cannabis, où tout le monde fait des parades, etc., etc. Eh bien, écoutez, votre livre est d'une richesse extraordinaire. Est-ce qu'il y a une plante dont on n'a pas parlé et que vous auriez aimé qu'on aborde? Alors la plante, oui, bah, ça tombe bien parce que c'est mon fruit préféré, ça parle de melon. Donc l'histoire de suivante et la dernière nous amène à Cavaillon. Alors on est à la fin du 19e siècle. Cavaillon, comme toutes les villes moyennes, veut se doter d'une bibliothèque. Mais c'était peut-être un temps où on faisait un peu plus attention aux finances publiques. Ils sont pas très très fortunés, et donc ils écrivent à des tas d'auteurs pour constituer leur fonds en leur demandant si par hasard ils peuvent donner 2 ou 3 livres de leur production, de leur œuvre, à titre gracieux pour constituer le fonds de la bibliothèque de Cavaillon. Et Dumas, ça lui plaît beaucoup. Ça lui plaît beaucoup cette histoire pour 2 raisons, parce qu'il avait écrit son fameux livre sur la gastronomie qui faisait référence à l'époque, donc il se tient bien à table, et il sait très bien que Cavaillon, c'est la capitale du melon. Les melons, déjà à l'époque, les melons de Cavaillon étaient très réputés. Alors lui, grand seigneur, il dit, écoutez, moi je vous donne absolument toute ma production, toute mon œuvre. Donc, il envoie gratuitement la totalité de sa production, et il était diablement productif. Et en échange, envoyez-moi quelques bons melons de Cavaillon. Et en fait, ça a été mis en délibération au conseil municipal. Et dans le livre, j'ai placé le facsimilé de la délibération où Alexandre Dumas a reçu toute sa vie durant, a reçu 12 melons de Cavaillon tous les ans. Anecdote formidable, il y en a une cinquantaine dans votre ouvrage. On se régale à le lire et l'intérêt, c'est qu'on peut le parcourir et le commencer au début, au milieu, à la fin et on se régale chaque fois. Merci Serge Schall Merci à vous. de, pour ce merveilleux moment que l'on passe avec les légumes et avec les plantes et on attend avec impatience la suite. La suite, le tome 2 qui est annoncé. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.